notre sujet, la lutte contre la fraude aux prestations sociales doit-elle être repensée? Donc, qui va vous être présenté par Gabriel Thomas, élève externe de l'EN3S. Et Marie Raffin, élève interne. Alors, fin septembre, Valeurs Actuelles titrait que la fraude sociale permettrait de financer le djihad. Ou bien encore, il y aurait 84 millions de cartes vitales actives en circulation en France, soit bien plus que le nombre d'assurés. Toutes ces informations qui circulent dans les médias aujourd'hui et marquent l'esprit collectif démontrent combien la question de la lutte contre la fraude sociale est éminemment politique et peut faire l'objet d'instrumentalisation. De plus, des rapports relativement à charge ont été publiés récemment, notamment le rapport de la Cour des comptes intitulé La lutte contre la fraude aux prestations sociales, des progrès trop lents, un changement d'échelle indispensable, qui a été publié en septembre 2020, et des rapports parlementaires issus de la commission relative à la lutte contre la fraude et du rapporteur Pascal Brindot sur le même sujet. C'est une polémique qu'on peut qualifier de lourde, qui semble actuellement animer les parlementaires et l'administration de la sécurité sociale. Cette dernière estime avoir fait des progrès depuis des dizaines d'années, alors que ces efforts semblent insuffisants pour les parlementaires. Cette polémique actuelle illustre bien finalement la différence de perception entre d'un côté l'administration et les représentants de la sécurité sociale. Et finalement, plus on développe des moyens et des outils pour lutter contre la fraude, plus on détectera de comportements frauduleux. C'est ce que nous allons remettre en perspective aujourd'hui dans cette présentation en essayant de comprendre les positions de chaque acteur. Mais tout d'abord, pourquoi lutter contre la fraude? La fraude est une atteinte au principe de solidarité et au pacte républicain qui fonde la sécurité sociale depuis 1945 et qui a un coût financier élevé. C'est donc avant tout pour une raison d'impératif d'efficacité économique et de justice sociale. De plus, en 2010, le Conseil constitutionnel a reconnu à la lutte contre la fraude le caractère d'une exigence. Mais finalement, qu'est-ce qu'une fraude? Une fraude, c'est une irrégularité volontaire qui affecte l'attribution, le calcul ou le versement d'une prestation dans le sens d'un excès de versement. C'est ce qu'on appelle un indu. Et tout l'enjeu derrière consiste à détecter cet indu, l'interrompre et le récupérer. Donc, quand l'irrégularité est volontaire, on parle d'un caractère d'intentionnalité, c'est donc une fraude. Et quand il est dans le cas contraire, il s'agit d'une simple erreur. Nous verrons un petit peu plus loin que la distinction est en réalité difficile à opérer. Enfin, on parle de prestations sociales, donc il s'agit de l'ensemble des prestations légales versées par les organismes de sécurité sociale et de Pôle emploi, qui représentent aujourd'hui environ 21,5% du PIB. Nous avons choisi d'exclure du périmètre de la présentation le sujet de la fraude interne, de la fraude aux cotisations et le débat sur l'assistanat. Gabriel, est-ce que tu peux nous présenter, selon toi, quels sont les enjeux de ce sujet et notre problématique? Bien évidemment, Marie. Et du coup, donc notre problématique, elle s'inscrit dans le contexte de la polémique entre le Parlement, la Cour des comptes et les organismes de protection sociale. Et pour nous, il va s'agir de comprendre les différentes appréciations et points de vue sur ce même sujet que la fraude. Ce sont des appréciations différentes, y compris en matière de chiffrage, puisqu'on a des chiffrages assez différents selon les acteurs. On va d'1 milliard d'euros de fraude à prestations sociales pour les organismes de protection sociale, ce qui correspond à la fraude détectée, à des chiffrages beaucoup plus élevés qui ont été avancés par exemple par l'Assemblée nationale, avec 10 milliards d'euros, ou dans des livres événements, comme le cartel des fraudes, avec un chiffrage à 50 milliards d'euros. Donc c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes enjeux. Selon les chiffrages, 50 milliards d'euros, on n'est pas très loin de la moitié du déficit public pour l'année 2019. Et dans ce contexte, on va se demander si justement quel est le rôle, comment peuvent réagir les acteurs de la protection sociale, comment ils peuvent objectiver cette fraude, comment justement ils peuvent contrebalancer la polémique tout en apportant des réponses aux débats légitimes, et plus généralement, comment repenser la lutte contre la fraude à la protection sociale. Donc, dans un premier temps, si j'arrive à passer, j'ai un petit problème de PowerPoint. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler. Mais je pense qu'on peut. Oui, il y a un micro qui reste ouvert, je crois. Donc, dans un premier temps, on parlera de la professionnalisation croissante de la politique de lutte contre la fraude. Mais malgré cette professionnalisation, un risque que cette politique vise à gérer qui demeure peut-être couvert de manière incertaine. Et dans un second temps, nous vous parlerons du changement d'échelle
qui semblent en cours et qui semblent indispensables pour, repenser la lutte contre la fraude. Nous vous présenterons des propositions que nous avons en ce domaine. Je laisse maintenant Marie vous présenter la première partie. Alors, merci Gabriel. Donc, dans cette première partie, nous allons voir tout d'abord que la lutte contre la fraude est en fait une politique récente qui a révélé un changement de paradigme de la protection sociale. En effet, elle est le fruit d'une attention politique relativement donc récente, puisqu'auparavant, de 1996 à 2006, on ne parlait que de contrôle, on ne parlait pas de fraude. À titre d'exemple, il fut un temps où les contrôleurs CAF, par exemple, inspectaient les logements des allocataires et comptaient le nombre de brosses à dents pour vérifier la réalité des situations maritales déclarées. C'est la LFSS de 2006 qui a introduit l'article L114-9 du Code de la sécurité sociale qui oblige aujourd'hui les directeurs d'organismes à lutter contre la fraude. Les observateurs extérieurs ont pu même parler de changement de culture. Ainsi, la lutte contre la fraude s'est déclinée au sein des branches de manière progressive avec une inclusion dans les conventions d'objectifs et de gestion relativement récente entre 2010 et 2016. Mais au fait, Marie, qui sont les fraudeurs? Alors, Gabriel, en fait, la fraude la politique de lutte contre la fraude est en fait une politique qui couvre un risque protéiforme. Il y a plusieurs montants de fraude détectés qui se concentrent sur certains types de prestations, certains types d'auteurs et certaines situations. À titre d'exemple, en branche famille, la fraude se concentre traditionnellement sur les prestations de solidarité et donc des publics précaires. Elle porte principalement sur les minima sociaux, donc le RSA et la prime d'activité, mais aussi les aides au logement. À lui seul, le RSA représente 46% des fraudes qualifiées en 2019. Il s'agit majoritairement d'omissions ou de fausses déclarations de ressources. En branche maladie, ce sont au contraire majoritairement les professionnels de santé, les établissements de santé, qui concentrent une part prépondérante des montants des préjudices subis et évités à hauteur de 80% en 2019. La fraude porte principalement sur des actes médicaux et paramédicaux, des séjours fictifs et de la surfacturation. Pour la branche vieillesse, les prestations du minimum vieillesse, soumises à des conditions de ressources et de résidence stables en France, ont été à l'origine, quant à elles, de près de 3 fraudes sur 4 détectées en 2019. Enfin, pour Pôle emploi, les reprises d'activité non déclarées représentent chaque année plus de 70% du nombre d'affaires frauduleuses. Mais du coup, Marie, comment lutter contre ces fraudes? Alors, pour lutter contre la fraude, on a tout ce qui s'appelle la mise en place des contrôles, et notamment des contrôles a posteriori. C'est en fait une politique qui s'est rapidement développée et professionnalisée. Le métier de contrôleur aujourd'hui a été introduit par l'article L114-10 qui confie la conduite des contrôles à des agents assermentés. Et aujourd'hui, on dénombre environ 4000 agents en ETP directement affectés à la lutte contre la fraude en 2019, donc principalement dans les CAF, dans les CEPAM et dans le service médical de l'assurance maladie. L'organisation du contrôle donc a posteriori est de plus en plus performante et c'est le contrôle principal qui existe aujourd'hui. Ces contrôles sont menés à la fois à partir de signalements internes ou de partenaires administratifs, mais aussi à partir d'une analyse de cohérence des données qui s'accompagne d'une représentation statistique prédictive d'un risque d'irrégularité. C'est ce qu'on appelle en fait le data mining. On distingue donc deux types de contrôles, les contrôles sur place et les contrôles sur pièce. Quant à eux, les contrôles a priori restent encore aujourd'hui résiduels, alors que dans plusieurs branches, les données déclaratives suffisent à l'ouverture d'un droit. Par exemple, en branche famille, il n'y a pas besoin de demande de pièce justificative pour l'ouverture d'un droit au RSA. Il ne faut presque rien, seul un titre de séjour suffit dans certains cas. Tout le reste est déclaratif et fera l'objet de contrôles a posteriori en fonction des cibles de contrôle définies par la Caisse nationale. Donc en fait, c'est pour toutes ces raisons que la Cour des comptes a parlé dans son rapport aujourd'hui d'un système déclaratif trop ouvert. Nous allons maintenant voir que finalement, la politique de lutte contre la fraude est déployée de manière hétérogène entre les branches. La politique donc de lutte contre la fraude ne permet pas aujourd'hui toujours de maîtriser complètement le risque qu'elle est censée couvrir. Comment ça, déployer de manière hétérogène? Toutes les branches ne luttent pas de la même façon contre la fraude? Eh bien non, Gabriel, puisque les branches sont toutes confrontées à des risques de nature différente, les branches de la protection sociale n'ont pas approfondi le même type de politique. Il y a donc une différence en termes de risques, de priorités définies,
Par exemple, la branche famille a une politique de lutte contre la fraude relativement approfondie, qui se base notamment sur l'utilisation d'outils statistiques pour cibler les contrôles et l'évaluation d'un risque résiduel. En branche maladie, on a des contrôles centrés principalement sur les professionnels de santé et les établissements les plus atypiques, mais par exemple, le métier de contrôleur sur place en CEPAM n'existe pas. Il y a aussi des cadres juridiques différents, puisque Pôle emploi relève du Code du travail, alors que les organismes de sécurité sociale relèvent du Code de la sécurité sociale. Il y a des règles de contrôle différentes. Encore une fois, Pôle emploi, par exemple, n'a pas le droit d'obtenir des informations relatives à un tiers de confiance pour faire ses contrôles, ce qui n'est pas le cas des organismes de sécurité sociale. Il y a également des règles de recouvrement et de sanctions différentes pour des résultats différents, comme vous pouvez le constater donc sur la slide actuellement projetée. Enfin, le sujet principal, et c'est peut-être ce qui relève majoritairement la Cour des comptes dans son dernier rapport, c'est le fait que la fraude est aujourd'hui difficile à estimer. Pour la plupart des branches, donc comme on l'a vu, le principal indicateur est la fraude détectée, qui représente pratiquement 1 milliard d'euros pour l'ensemble des prestations. C'est ce qu'on a évoqué en introduction. Pour autant, aujourd'hui, seule la Caisse nationale des allocations familiales a été à même de faire une estimation pérenne de sa fraude. C'est-à-dire que depuis 2010, elle effectue des contrôles approfondis sur la situation d'un échantillon représentatif de foyers d'allocataires et cela lui a permis d'estimer sa fraude entre 1,9 et 2,6 milliards d'euros en 2020. La fraude détectée n'en représenterait que 15%. L'assurance maladie, quant à elle, n'évalue pas vraiment la fraude aux prestations, alors qu'on pourrait se dire qu'elle pourrait y procéder en s'appuyant sur les données statistiques dont elle dispose ou encore les résultats des programmes nationaux de contrôle. La branche vieillesse pourrait également le faire en s'appuyant sur le data mining. Quant à Pôle emploi avait procédé en 2015 à une estimation de sa fraude sur un champ partiel, mais n'a jamais reconduit cette démarche. Donc aujourd'hui, ce sujet de l'estimation de la fraude est une réelle difficulté. Et donc, c'est ce que relèvent en fait les parlementaires et la Cour des comptes, puisque cela pose la question du chiffrage de la fraude, de son montant et de son évaluation. Et en conséquence, l'absence d'une estimation du montant de la fraude prive l'action des pouvoirs publics d'un instrument d'orientation des actions à mener de façon efficace. Et du coup, Marie, malgré ces approches différentes et notamment sur le montant des estimations, peut-on dire que le risque fraude dispose, d'une bonne couverture? Alors, on peut dire que le risque fraude reste aujourd'hui relativement imparfaitement couvert. Et cela pour deux raisons. Tout d'abord, et c'est ce que signale la Cour des comptes, le niveau de contrôle, bien que assez développé comme on l'a vu, reste encore en deçà du niveau de risque. Le second point concerne le fait qu'aujourd'hui, on assiste de plus en plus à un nouveau mode de fraude, un nouvel objet fraude qui apparaît, j'y reviendrai après. Donc le risque semble tout d'abord imparfaitement contrôlé d'après les rapports, puisque la Cour des comptes le dit bien, les moyens pour investiguer les dossiers existent, ils se sont étendus, mais ils restent incomplets. Pour réaliser les contrôles, les agents dans les caisses ont la possibilité de consulter différents types de plateformes, des échanges de données entre les partenaires, auprès de leurs homologues ou d'administrations de l'État, voire même d'établissements tiers, comme les établissements bancaires. Dans la réalité, les agents n'ont finalement pas toujours accès ou ne peuvent pas toujours consulter ces données. Il y a également le retard qui a été pris dans le développement du RNCPS, donc le référent national commun de la protection sociale, qui pourrait à terme faciliter en fait du coup les échanges de données et le fait de pouvoir contrôler ces données déclaratives. À titre d'exemple et en termes de chiffres, les contrôles sur place des CAF, donc on entend par là la visite d'un contrôleur au domicile de l'allocataire ou la convocation d'un allocataire à la caisse, sur des situations d'allocataires de RSA, donc la prestation la plus fraudée comme on l'a déjà vu, ont porté en 2019 uniquement sur un allocataire sur 20. En assurance maladie, on ne contrôle que 0,7% des séjours qui sont facturés. Et dans la branche vieillesse, les contrôles a posteriori sur des dossiers de retraités en cours de paiement sont relativement rares puisqu'on comptabilise en moyenne 1 pour 1900. En outre, comme je disais, on assiste aujourd'hui à l'apparition d'un nouvel objet fraude qui est relativement mis en avant dans les médias, toute proportion gardée, mais on peut aujourd'hui parler du développement d'une fraude professionnalisée et organisée. Cette fraude, elle est médiatique, elle est aujourd'hui mal maîtrisée et on ne dispose pas de chiffres pour réellement la qualifier. Par exemple, on peut penser à des cas incluant des faux documents, l'usurpation d'identité, la fraude au RIB, etc. Ce sujet de la fraude organisée occupe une grande partie du rapport parlementaire de 2019. Et donc, comme tu le citais tout à l'heure, Gabriel, on peut aussi
Pensez au livre Le cartel des fraudes de Charles Pratt, qui a été repris par une certaine partie de l'échiquier politique. Concernant la fraude à l'identité, on peut donc se demander s'il s'agit réellement d'un enjeu important en termes de montant financier pour les organismes de sécurité sociale ou si c'est plutôt simplement un moyen d'instrumentalisation politique à d'autres fins. Donc finalement, s'il existe une réalité à ce phénomène, il est aujourd'hui mal estimé et donc cela remet en cause dans l'incertitude la légitimité des personnes qui ont à charge la lutte contre la fraude, à savoir les organismes de sécurité sociale. Pour y remédier, deux solutions. Tout d'abord, disposer d'un chiffrable fiable de ce type de fraude pour voir s'il y a réellement un sujet. Et enfin, dans le doute, pouvoir montrer qu'on maîtrise aussi ce type de fraude. Donc finalement, les progrès sont relativement importants ces dernières années, mais encore un petit peu lents, comme le signale la Cour des comptes. Pour autant, on peut se dire qu'il y aura toujours de la fraude. L'ambition est en fait de la limiter de façon résiduelle pour qu'elle n'impacte pas la performance des organismes de sécurité sociale, ni la confiance dans le système. Gabriel, tu vas maintenant nous présenter comment faire et donc les récentes évolutions de la lutte contre la fraude qui impliquent un changement de perspective ainsi qu'une palette d'hypothèses, de solutions pour y remédier. Mais avec plaisir, Marie, même si je n'ai pas malheureusement la formule miracle. Donc, ainsi que je l'avais annoncé dans le plan, un changement d'échelle, comme le disait la Cour des comptes, est indispensable pour repenser la fraude aux prestations sociales. Et ce changement d'échelle, on peut déjà l'observer dans les évolutions récentes et également nous en parlerons dans les propositions que nous ferons. Et donc ce premier changement d'échelle, il se traduit par une double sécurisation, un double mouvement de sécurisation, sécurisation juridique et sécurisation aussi au sens de fiabilisation des données collectées dans le cadre de la politique de lutte contre la fraude, et ce d'ailleurs au service de l'usager. Mais Gabriel, j'ai une question. Comment peut-on concilier une politique de lutte contre la fraude respectueuse des droits de l'usager tout en restant efficace? Eh bien, c'est très simple, Marie. Contrairement à ce qu'on peut penser, mettre la politique de lutte contre la fraude au service de l'usager peut aussi servir à l'efficacité de celle-ci. Par exemple, tout d'abord, cette approche est partie d'un besoin qui avait été mis en avant notamment dans le rapport du Défenseur des droits de 2017 consacré à la lutte contre la fraude aux prestations sociales et qui s'est traduit concrètement par les lois ESSOC de 2018 avec le droit à l'erreur. Et donc ce droit à l'erreur, à la fois, il permet de faire la différence dans la lutte contre la fraude entre la personne qui a fraudé et la personne qui a simplement commis une erreur et clarifie les choses. Donc ça permet de mieux cibler la politique. Et en même temps, derrière, et le droit à l'erreur, comme par exemple le développement du contradictoire en branche famille, permet de sécuriser juridiquement les dossiers qu'on va porter au contentieux. Donc, on augmente l'efficacité de la politique de lutte contre la fraude au niveau du contentieux. On observe également un mouvement de définition croissante de la fraude sur un plan juridique, même si c'est encore imparfait, notamment à travers donc, la loi ESSOC qui définit la bonne foi à son article L124.1. Non, pardon, ça c'est l'article du CRPA. Et donc, en creux de cette définition, on peut aussi déduire une définition de la fraude qui vient compléter celle existence et des nouveaux critères pour justement la qualifier. Et dans certaines branches, on a aussi un effort de qualification. En branche maladie, par exemple, la COJ prévoyait justement le développement de référentiels de qualification de la fraude qui sont en place. D'accord, mais Gabriel, cela ne permet pas de mieux détecter ou de mieux mesurer la fraude, on est d'accord? C'est vrai, et c'est pour ça on assiste en même temps à une évolution en matière d'échange des données, qui est notamment permis par des avancées donc, technologiques au plan numérique. Tout d'abord, avant de vous parler de ces évolutions, je vais vous parler aussi plus généralement de l'échange d'informations entre organismes de protection sociale et entre entités publiques. Donc, ces échanges d'informations, ils se font principalement au sein des CODAF, au niveau où on a à la fois des organismes de protection sociale, mais également, par exemple, la préfecture. Donc, ces échanges d'informations, ils ont été identifiés comme importants pour la lutte contre la fraude en mode organisé. Et récemment, ils ont été réformés avec la mise en place, le remplacement de la DNLF par la MICAF et également par la mise en place de groupes de travail dédiés à la lutte contre la fraude en mode organisé. Dans un second temps, on a aussi, plus généralement, est-ce que je vous parlais technologiquement,
la mise en de nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Et notamment, on a eu beaucoup de possibilités, c'est ce que pointe le rapport de la Cour des comptes, avec toutes les données qui sont produites dans le cadre de la DSN. Pour le moment, elles ne sont pas encore totalement exploitées parce qu'on a des problèmes de fiabilité. Notamment, on a des différences entre la DSN collective au niveau d'une entreprise et la somme des DSN individuelles au niveau des salariés. Mais à terme, ça serait un moyen de sécuriser à la fois les données qui sont déclarées dans des branches comme la branche famille, la branche vieillesse ou la branche chômage, ou même voire de remplacer les déclarations des allocataires et de limiter ainsi considérablement le risque de fraude. Donc, en conclusion, ce sont deux évolutions qui sont au service de l'usager et en même temps au service de l'objectif de lutte contre la fraude. Maintenant, je vais vous parler de propositions enfin, de, de voies d'évolution que nous avons identifiées et de deux voies d'évolution en particulier. Donc, une première interrogation sur le fait est-ce qu'il faut rester dans le modèle actuel? Est-ce qu'on ne doit pas bouger le curseur entre un modèle actuel de contrôle qui se situe majoritairement a posteriori vers un modèle de contrôle plus a priori? Et notamment, c'est d'ailleurs ce qu'on fait actuellement avec justement ce qu'on essaie de faire avec toutes les données dont on dispose, notamment l'ADSN, qui nous permettra d'avoir la DRM à terme. J'en profite pour vous faire remarquer qu'en matière de contrôle a posteriori, la branche famille a mis en place une task force, compte mettre en place une task force dédiée de 30 contrôleurs pour lutter contre la fraude en bande organisée. Donc, on a cet questionnement sur le paradigme entre un contrôle a posteriori qui, certes, contrôle moins bien la fraude, mais peut poser peut-être et permet une meilleure qualité en termes de prestations délivrées aux allocataires et un contrôle renforcé a priori qui pourrait par exemple ralentir le versement des droits. On peut par exemple penser aux propositions de la Cour des comptes sur les remboursements des professionnels de santé où la Cour s'interroge sur le fait que l'assurance maladie ne bloque pas plus rapidement certains paiements sur lesquels on peut avoir des doutes sur la régularité, mais elle relevait en même temps qu'il y a cet engagement de payer à 5 jours les professionnels de santé. Plus généralement, ça nous amène au deuxième point. Et la deuxième évolution sur le modèle de lutte contre la fraude, c'est l'inclusion de la dimension législative et réglementaire. Et un levier peut-être très efficace pour lutter contre la fraude, c'est aussi de paramétrer les prestations pour limiter la capacité des personnes à frauder et également pour améliorer leur contrôlabilité. Cela peut donc on peut donner par exemple, on peut penser uniquement à l'individualisation des prestations sociales qui avait pu être proposée par exemple dans le rapport d'Amand-Cloarec, rapport d'ailleurs qui disait qu'à la fois procéder ainsi, c'était simplifier l'accès aux prestations pour les âgés, mais potentiellement sécuriser aussi le montant des droits. Et on peut penser à beaucoup d'autres solutions qui pourraient permettre justement de sécuriser les prestations qu'on verse. Par exemple, le décalage des dates de paiement, la fracturation du paiement des prestations dans le mois qui pourrait faciliter le recouvrement plus tard. Par exemple, pour revenir pour les professionnels de santé sur cet engagement de versement en 5 jours. Évidemment, ce sont des choix politiques assez forts qui méritent d'être discutés. C'est aux législateurs et au pouvoir réglementaire de les prendre. Et pour ça, ils peuvent s'appuyer sur l'expertise des organismes de protection sociale. Marie, je te laisse conclure. Merci Gabriel. Donc finalement, l'objectif de notre présentation était de vous poser les différents points de vue existants aujourd'hui et s'opposant, de comprendre les différentes positions et de les mettre en perspective. Face à la polémique que nous avons évoquée, donc le rôle des acteurs de la protection sociale est bien d'objectiver le débat, d'apporter des données chiffrées, concrètes et vérifiées, comme tu le disais Gabriel. Même si on peut essayer de prendre du recul vis-à-vis des rapports publiés récemment, ils ont largement le mérite de mettre en lumière le fait que ce sujet doit être repensé. Et finalement, c'est un sujet qui reste, nous l'avons vu, avant tout politique et qui relève d'une priorité relative et tributaire de l'actualité. C'est notamment la raison pour laquelle la politique de contrôle a pu faire, par exemple, largement
l'objet d'allègement durant la période de crise sanitaire. Merci beaucoup.